Donc aujourd'hui, on a invité Alicia qui va venir nous présenter le fonctionnement du marché de l'électricité. On parlera également un peu de l'actualité, des éventuelles coupures. Pardon. Et donc Alicia est doctorante en économie de l'énergie. Elle a notamment travaillé au CEA, EDF, également au think tank, le Shift Project, qui fait également parler de plus en plus de lui. N'oubliez pas d'aller regarder le plan de transformation de l'économie française si ce n'est pas déjà fait. Et elle est également au comité d'experts du environnement du groupe TF1. Et donc, en tant que doctorante sur l'économie de l'énergie, elle viendra nous parler de ce sujet. Comme nous sommes très Oh, nombreux, on va merci. garder les questions pour la fin. Alors, pensez bien à désactiver le son lorsque vous vous connectez, s'il vous plaît. Vous avez un lien qui vous a été envoyé dans la conversation, on va vous le rappeler. On vous invite à y poser vos questions directement sur ce lien. Vous allez voir, vous pouvez poser une question, également voter pour et voter contre vos questions. Donc à la fin de la présentation d'Alicia, on pourra dérouler dans l'ordre les questions. On vous invite à ajouter votre nom, si vous le souhaitez, dans la question que vous posez. Ça nous permettra de vous solliciter pour pouvoir poser directement votre question plutôt qu'on se contente de la lire pour vous. Voilà, j'en ai fini. Alicia, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Damien. Déjà, je tiens à nouveau à remercier les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité. Donc, vous allez voir, on va balayer un sujet qui est très complexe, mais qui est vraiment intéressant et j'espère pouvoir un petit peu au moins vous transmettre ma passion pour le marché de l'électricité. Donc, on va essayer de partir sur 45 minutes. Comme ça, normalement, vous aurez le temps d'écouter quelques questions avant de partir à 20 h potentiellement. Donc, je vais faire comme je peux et c'est pour ça qu'on prendra les questions à la fin. Donc, on est parti. Donc, on va parler un petit peu de la crise énergétique actuelle. Donc, c'est le contexte qui est actuel. J'ai l'impression d'avoir fait une faute. On va revenir un peu sur l'origine de ce marché, donc comment il fonctionne et quels sont un peu les enjeux qu'on a déjà dégagés, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que ce marché a été mis en place. On va parler un peu de ses limites et finalement, quel est l'avenir de ce marché. Donc, juste pour me représenter, donc, je m'appelle Alicia Bassière, je suis doctorante en 3e année actuellement au Centre de recherche en économie et statistique. Donc, je fais ma thèse actuellement sur la structure de marché de l'électricité et les dynamiques d'investissement. À côté de ça, j'ai pas mal d'activités annexes. Alors, je tiens aussi à préciser que je suis financée à 100% par des fonds publics, donc je ne suis affiliée à aucune entreprise et à aucun parti politique. C'est assez important pour moi de le dire que cette présentation ne m'engage que moi. À côté de ça, j'ai d'autres activités et je ne suis rémunérée pour aucune de ces activités. Donc, je suis membre de l'association Les Shifters, je fais partie également du think tank BSI Economics, de l'Association française des économies de l'énergie, et je suis également membre du comité d'experts environnement de TF1. Donc, j'aide un peu à comprendre ce qui se passe avec les prix de l'électricité, notamment. Donc, on va parler un petit peu du contexte actuel et pourquoi, en fait, quel est le lien avec le marché de l'électricité. Donc, quelques petits rappels. Comme vous le savez très certainement, on a beaucoup parlé de la hausse des prix de pas mal d'énergie en Europe, donc le gaz, le pétrole, l'électricité. Ici, pour donner un exemple de l'ampleur de la crise, je vous ai sorti les prix donc, du marché EPEX. Donc, EPEX, c'est la bourse d'électricité qui concerne plusieurs pays, dont la France. Et ça, ce sont les prix qui ont été échangés hier pour aujourd'hui. Et là, on peut voir qu'on atteint des prix qui peuvent aller jusqu'à plus de 500 € du mégawattheure, ce qui est énorme. Quand le marché fonctionne normalement, on dépasse rarement les 100. Donc, ça peut vous donner une idée un peu de l'ampleur des prix. Et ça, c'est un peu plus nouveau, mais maintenant, en plus, on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, c'est plus uniquement des hausses de prix comme on a pu avoir en 2021, mais maintenant, on a, au moins pour la France, des risques de coupure qui sont annoncés pour 2023. Donc, c'est-à-dire que non seulement l'électricité est devenue très chère, mais en plus, on va en manquer. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ce que l'État, en réaction, a mis en place un bouclier tarifaire, donc a mis en place des mesures pour protéger les consommateurs de ces hausses de prix. Mais on est passé, et ça c'est assez historique, à un discours autour de la sobriété. Donc, pour la première fois, on a pu entendre le gouvernement parler de « il faut moins consommer, il faut faire des efforts, il faut aller vers de la sobriété ». Donc ça, c'est vraiment dû aux difficultés d'approvisionnement plus qu'au prix.
Et on a pas mal de causes qui s'accumulent donc depuis 2020 qui expliquent un peu cette crise, essentiellement côté offre. Donc on a eu une reprise post-Covid qui a été un peu compliquée à gérer côté production. On a aussi eu en France une grande indisponibilité du parc nucléaire, assez historique également. Donc on a les maintenances post-Covid qui sont un peu compliquées. On a eu pas mal de maintenance à faire suite à des visites de maintenance. Et on a eu des grèves aussi qui ont retardé un peu les remises en service du parc. On a bien sûr la guerre en Ukraine avec les sanctions russes qui ont eu des grosses répercussions sur les quantités de gaz disponibles et donc leur prix. L'OPEP s'en est un petit peu mêlé aussi et a menacé de sanctions pour soutenir la Russie. Mais on a aussi un peu de facteurs côté demande. Donc, on a eu une reprise post-Covid qui a été assez importante. Donc, on a eu une croissance assez violente et la demande d'énergie a suivi. On a aussi une météo, dans une moindre mesure, qui a un peu fluctué. Ça a aussi joué sur la production d'énergie renouvelable. Et ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on a une crise qui commence un peu à durer. Et donc, pour l'instant, il est impossible de prévoir la fin. C'est normal qu'il y ait autant d'enthousiasme pour un drapeau étranger qu'il ne s'agit pas d'interdire, évidemment. Alors, on rappelle que les micros sont à couper. Merci. Et donc, le marché, donc on va revenir à la question du marché. Ce marché, en 2021, a été critiqué, notamment donc, par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, comme quoi le marché unique européen ne marche pas et il est aberrant. Donc là, pourquoi le marché? Qu'est-ce qui se passe? La raison principale de cette déclaration, c'est que les prix sur le marché sont tirés à la hausse par le prix du gaz, malgré la forte présence du nucléaire en France. Et là, on va voir un petit peu finalement ce marché, pourquoi il échoue dans ce contexte-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le fait que les prix soient beaucoup plus hauts ne montre pas en tant que tel que le marché ne fonctionne pas. Au contraire, ça montre que le marché fonctionne, il réagit à des signaux prix. Ce n'est pas la faute du marché en tant que tel si le gaz est beaucoup plus cher. En revanche, ce qu'on peut reprocher au marché, c'est la gestion de la crise. Donc pourquoi? La première raison qui est la plus évidente, c'est parce que les gouvernements ne contrôlent pas ce qui se passe sur les marchés. Le gouvernement ne peut pas juste dire bon, bah, on va plafonner le prix du marché à 100 euros du mégawattheure. Ça ne marche pas comme ça. À côté de ça, autant les prix qui ont évolué, ça vient essentiellement de la crise du gaz, autant on commence à voir, donc là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission de régulation de l'énergie en France, on commence à avoir des comportements un peu spéculatifs. Donc maintenant, les acteurs du marché commencent à anticiper que la crise va durer et ils commencent donc à acheter beaucoup d'électricité sur les marchés à terme, donc vraiment des semaines à l'avance, parce qu'ils ont peur que dans plusieurs semaines, la situation sera encore pire. Donc, ils commencent à acheter beaucoup d'électricité en avance et ça augmente les prix. Un peu plus étonnant, on a eu des faillites des fournisseurs alternatifs qui n'ont pas su anticiper la crise. Donc, il y a eu pas mal de faillites en Angleterre, il y en a eu une ou deux en France, il me semble. Et ça, on pourrait se dire, bah, ce n'est pas un problème, ces fournisseurs n'étaient pas compétitifs, c'est normal qu'ils soient poussés hors du marché, mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer l'afflux des consommateurs. On ne va pas les laisser sans électricité, il faut bien qu'ils... Dans l'eau, il y a quand même des collectivités, par exemple. Bah, comment on fait pour que ces consommateurs puissent se rediriger vers les autres fournisseurs et aussi avoir de l'électricité? Donc, avec cette petite transition, on va reparler du marché. Donc, pourquoi on a fait ce marché et comment il fonctionne? Donc, avant tout, c'est une origine économique. Donc, jusque dans les années 80 en Europe, on avait le paradigme du monopole régulé. Ça faisait très longtemps, quelques siècles, que ça durait comme ça. Quand vous avez une activité de réseau, donc ça, c'est le cas pour l'électricité, mais aussi pour les activités ferroviaires, la poste, la distribution d'eau, la distribution de gaz, c'était plus optimal économiquement d'avoir un monopole qui peut tout construire et amortir les infrastructures. Il y a beaucoup d'investissements à faire en amont. Et on a une nécessité que l'État contrôle le prix de ces activités parce qu'elles sont nécessaires au bien commun. Vous ne pouvez pas juste laisser un monopole faire ce qu'il veut et facturer très très fortement l'électricité. Donc ça, on avait ça jusque dans les années 80, c'était très populaire en France, c'est de là d'où tire l'origine d'EDF. Mais après la fin des années 80, on a commencé à remettre ça un peu en cause. Il y a plusieurs idées derrière ça, libre à vous de... Ce que je vous invoque ici, ce sont vraiment les raisons qui ont été signalées ou avancées par certains économistes, ça ne reflète pas d'opinion. Déjà, le monopole, par ce système, n'aurait pas d'incitation à être efficace. Si EDF est garanti d'avoir un prix de l'électricité qui lui permet de récupérer ses coûts, bah alors il n'y a pas d'incitation à diminuer ses coûts. Aussi,
pendant les années 80, les infrastructures, ça faisait quelques temps qu'elles avaient été construites et amorties, donc maintenant, on pouvait envisager d'ouvrir à la concurrence. Et seule la distribution et la gestion du réseau sont des monopoles naturels. Mais la production d'électricité, donc le fait de produire avec des centrales, ça peut se débattre sur est-ce que c'est un monopole naturel. Et il faut savoir, hein, ça sortait pas de nulle part. On a fait des tentatives en Europe de libéraliser des marchés et on a tenté avec le marché des télécoms et c'est plutôt considéré comme un succès. On a eu des prix qui ont été presque divisés par 2. Donc on s'est dit, puisque ça marche pour les télécoms, on va faire la même chose pour l'électricité, ça va bénéficier aux consommateurs. Et je ne vous cache pas qu'il y a aussi des grosses raisons politiques. En 1986, donc à l'époque c'était la communauté européenne, enfin la communauté économique européenne, on a l'acte unique qui est entré en vigueur. Il y avait une volonté d'intégration européenne par le marché unique. Donc politiquement, on voulait avoir des marchés à l'échelle européenne. Donc on ne pouvait plus avoir des monopoles d'État qui géraient au cas par cas. Et on voulait unifier les prix d'électricité. On était en plein air de révolution conservatrice avec Margaret Thatcher. Il y avait la volonté que l'État interfère moins dans l'économie. Je ne vais pas entrer en détail de pourquoi, mais cette histoire est très intéressante et je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Donc, comment concrètement on a construit ce marché? Parce que passer d'un monopole à un marché, c'est quand même une entreprise un peu compliquée. Donc en 1996, on a eu une directive qui a finalement amorcé cette libéralisation. Et progressivement, on a ouvert le marché à tous les clients. Donc d'abord, on a commencé par les gros clients industriels, puis on est passé pour les petites entreprises, et progressivement, en 2007 en France, on a ouvert à tous les clients résidentiels. Donc ça veut dire que depuis 2007, vous tous qui regardez, qui êtes a priori des clients résidentiels, vous avez accès à des offres de marché. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a cassé l'ancien monopole d'EDF en 3 activités. Donc on a gardé la production et la fourniture d'électricité qu'on a laissé à l'actuel EDF. Donc, l'EDF qu'on connaît aujourd'hui ne s'occupe que de la production et fourniture d'électricité. Et c'est cette activité-là qui a été ouverte à la concurrence. Par contre, la partie distribution, donc vraiment le réseau qui achemine l'électricité jusqu'à chez vous, donc maintenant c'est en France ERDF qui est devenu Enedis par la suite. Et le monopole qui gère le réseau, c'est RTE. Donc, ces 2 activités-là, on n'a pas de concurrence. Attention, c'est uniquement la production qui est concernée. Et on a pu voir apparaître des offres de marché qui coexistent avec les tarifs régulés de vente, donc l'ancien système qui existe toujours pour certains clients. Donc quand vous êtes en tarif bleu chez EDF, vous êtes sous l'ancien système qui est censé disparaître avec le temps. Et pour les autres, a priori, vous êtes en offre de marché. Donc quand on parle du marché de l'électricité, je tiens à corriger ça. En fait, on devrait parler des marchés, parce que les marchés de l'électricité en Europe, il y en a peut-être 4 ou 5. Pourquoi on a plusieurs marchés? Déjà, la demande, vous ne pouvez pas la prédire parfaitement à l'avance. Et encore moins à la seconde près. Si quelqu'un d'entre vous fait le test et éteint et allume une lampe, a priori, il faut un marché où il faut quelque chose qui est très proche de ce moment pour assurer la différence de consommation. Donc pour ça, on a des marchés de réserve et on a les marchés dits spot. Les marchés spot, c'est les marchés, comme celui que je vous ai montré avant, qui sont heure par heure ou la veille pour le lendemain. Et en même temps, vous ne pouvez pas tout faire au dernier moment. Vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre le dernier moment. Il faut quand même prévoir un minimum en amont quelle quantité d'électricité vous allez avoir besoin, donc quelle centrale. Et également, pour s'assurer pour les prix. Vous n'êtes pas sûr des prix demain, donc pour éviter que votre prix fluctue constamment, vous anticipez un petit peu à l'avance. Donc pour ça, on a des marchés qu'on appelle à terme, donc là qui sont faits des semaines à l'avance, mais vous avez aussi les contrats gré à gré. Ça veut dire que vous pouvez très bien aller directement voir un producteur en tant que fournisseur et vous approvisionner directement auprès d'eux pour fournir de l'électricité. Donc souvent, quand vous entendez parler du marché, par défaut, c'est souvent le marché spot dont vous entendez parler. Donc là, c'est le fonctionnement de la bourse EBEX-Spot, où la France est concernée. Et vous avez donc ce marché à long et moyen terme, puis vous avez des ajustements journaliers et infrajournaliers. Donc ça, en revanche, ce sont des marchés spot. Et vous avez aussi un marché qui permet de gérer vraiment la fréquence du réseau, donc minute par minute, quand vous éteignez votre lampe. Ça, c'est un marché à part qui fait ça. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on peut faire un prix d'échange pour de l'électricité qui est produite par différents moyens de production.
La question, elle n'est pas si évidente. Comment vous pouvez comparer d'un point de vue économique, hein, j'entends, la production d'une éolienne ou la production d'une centrale à gaz, indépendamment de la pollution. Donc pour ça, je vous propose de vous introduire. Ce sera la seule partie un peu technique aujourd'hui, donc suivez-moi et tout va bien se passer. Donc le mécanisme de merit order, ou ordre du mérite en français, mais par défaut, on a tendance à parler de merit order pour ne pas confondre avec l'ordre du mérite qui est complètement autre chose en français. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre tous vos moyens de production disponibles et vous allez donc les empiler par ordre de coût marginal. Donc le coût marginal, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le coût d'opération, mais surtout le combustible et la taxe carbone. Donc assez naturellement, le gaz, par exemple, qui est une énergie relativement chère, est très souvent en dernier. Le charbon, qui est un peu moins cher, mais qui a une taxe carbone, est souvent plus cher que le nucléaire, qui a un coût de combustible, mais pas de taxe carbone. Et les énergies renouvelables sont très, très souvent les premières appelées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont ni combustible, ni taxe carbone, donc leur coût est très proche de zéro. Et donc, comment ça va se passer? C'est que vous allez placer votre demande d'électricité donc, au niveau disponible. Donc là, par exemple, on voit qu'il faudrait tout ça pour produire et répondre à la demande d'électricité. Donc, le prix final qui sera retenu, ce sera le coût marginal de la dernière unité de production dont on aura besoin. Donc, c'est pour ça que parfois, si le prix du gaz, qui est très souvent le dernier, s'envole, et ben, même si vous utilisez 99% d'une autre source d'énergie en amont, le prix va quand même suivre celui de la dernière. En revanche, la différence entre ce prix de marché et le coût, ça va servir de profit pour les producteurs. Et donc, pourquoi ils ont besoin de faire du profit? Parce qu'on pourrait dire que les centrales n'ont pas besoin de faire de profit. En fait, si. Parce qu'ici, on parle uniquement du coût marginal, donc le combustible, la taxe carbone, mais il faut rembourser tout le reste. Il y a les infrastructures, il y a des importants coûts fixes. Et en fait, tout ce profit sert à rembourser les coûts fixes. Donc l'idée, c'est que les centrales en base, donc comme le nucléaire et le charbon, qui ont des coûts fixes élevés et un coût marginal faible, doivent être utilisés souvent et faire assez de profit pour rembourser les coûts fixes. Par contre, le gaz, qui a vraiment un coût fixe assez faible, c'est pas très cher d'installer du gaz, mais qui a un coût du combustible fort, c'est plus intéressant de l'installer en dernier et de l'utiliser en dernier. Et donc, les énergies renouvelables, notamment celles dites fatales, donc l'éolien et le solaire, ont un coût marginal qui est très faible, donc nul, et c'est plus intéressant de les utiliser en priorité. On va prendre 2 minutes pour faire un exemple de comment ça se passe en pratique. Donc là, je vous ai, c'est complètement fictif hein, comme prix. Donc, je vous ai indiqué une économie avec 4 technologies, donc éolien, nucléaire, charbon et gaz, que j'ai classé par coût marginal de mégawattheure. Et vous avez une certaine quantité disponible par heure. Donc, ça peut être en fonction des maintenances, en fonction du vent. Donc, ce qui se passe sur le marché, si on a une demande de 200 mégawattheures, on voit qu'avec l'éolien, on peut répondre intégralement à la demande. Donc là, le prix sur le marché sera 0. Il n'y a pas de profit. En revanche, si on a 1800 mégawattheures, on va épuiser complètement l'éolien. Et ça ne suffira pas. On va épuiser ensuite complètement le nucléaire. Ça ne suffira toujours pas. Et on va aller compléter avec 300 mégawattheures de charbon. Donc, le prix retenu sera 60 €. Et donc, l'éolien fera un profit de 60 € de mégawattheure, enfin par mégawattheure. Le nucléaire, 12, donc 60 moins 38. Et le charbon ne fera pas de profit. Donc là, si tout va bien et que vous avez bien suivi, une question que vous allez peut-être vous poser, c'est oui, mais là, le dernier, le gaz, ça veut dire qu'il ne fait jamais de profit. Donc ça, on a répondu aussi à cette question-là. En cas de défaillance, donc si on n'a pas assez d'électricité pour satisfaire tout le monde, on va atteindre un prix théorique qu'on appelle en économie la value of lost load, donc la valeur de la charge perdue. Ça, c'est un coût qui est très, très élevé et qui représente la volonté de votre économie de ne pas avoir de défaillance. Donc, ce n'est pas le coût de la défaillance, c'est le coût pour l'éviter. En général, les modèles économiques ont tendance à considérer une valeur de 20 000 € du mégawattheure, ce qui est énorme. Mais personne, j'insiste, ne connaît cette véritable valeur. C'est vraiment une valeur théorique. Et ça fait peur comme ça, mais en fait, il est nécessaire. Il faut qu'on ait peut-être quelques heures de défaillance par an pour que les centrales de pointe,
donc celles qui sont toutes à la fin, comme le gaz, le fioul, il faut quand même qu'ils fassent un minimum de profit pour leur permettre à eux aussi de rembourser leurs coûts fixes. Pourquoi? Parce que si le gaz ne fait pas de profit, alors la centrale à gaz, elle va juste quitter le marché. Ça, c'est pas intéressant. Vous voulez garder les centrales à gaz. On en a besoin pour la pointe. Donc voilà. Et en théorie, tout ce système d'ordre du mérite, ça permet d'assurer la rentabilité du système et de rembourser tous les coûts de toutes les centrales et de minimiser le prix sur le marché. Tout le monde est censé être gagnant. Et après, on a le cas des énergies renouvelables. Donc, comme vous le savez, ça ne vous a pas échappé, je pense. On vit dans un contexte de transition énergétique. Donc, on essaie de soutenir certains types d'énergie, et notamment les énergies renouvelables. C'est la volonté affichée par le gouvernement, notamment. Donc, comment on fait pour les pousser encore un peu plus sur ce marché? Donc, ce qu'on a appelé le marché Energy Only ici, je ne l'ai pas précisé. C'est qu'en fait, sur ce système de marché, seule la production est mise sur le marché. Vous ne mettez pas en jeu la centrale, vous mettez en jeu la production de la centrale. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc, comment on pousse encore plus de production renouvelable? Donc, vous pouvez mettre un prix du carbone, donc soit une taxe, soit le système de quotas comme en Europe. Vous pouvez aussi garantir un prix d'achat minimum pour les technologies sur le marché. Et vous pouvez aussi donner une prime, donc un revenu complémentaire au marché pour le renouvelable. Et en France, on a un cas un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura des questions là-dessus sur le fameux ARENH, donc l'accès réglementé à l'énergie nucléaire historique, qui permet aux fournisseurs alternatifs à EDF, donc, qui est l'ancien monopole, de racheter une partie de sa production des centrales nucléaires à prix coûtant. Donc ça, c'est un mécanisme hors marché. Si un fournisseur manque de production, il peut faire la demande à l'avance d'aller chercher l'électricité chez EDF et non pas sur le marché. Et ça, c'est un prix garanti qui est... alors, s'il n'a pas changé, c'est 42 € du mégawattheure. Donc, c'est un prix où EDF n'est pas censé faire de profit sur ce prix. Et donc, finalement, vous, en tant que consommateur, vous ne payez pas le prix du marché. Vous n'allez pas recevoir une facture avec 500 € du mégawattheure. Ce n'est pas ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir un prix qui va être découpé en 3 parties. Donc, d'abord, vous avez la fourniture, donc vraiment la partie fournir de l'électricité, mais également l'acheminement, donc vous allez payer une partie du réseau, et les taxes. Donc, nous, c'est la fourniture ici qui va nous intéresser, et c'est votre fournisseur qui va établir un prix estimé par kilowattheure qu'il va vous vendre. Donc là, il y a plusieurs cas. Comment il établit ce prix? Soit il produit directement son énergie. C'est tout à fait possible pour un fournisseur de lui-même construire son champ éolien et de vous les vendre comme ça. C'est tout à fait possible. Il peut aussi aller chercher sur le marché. Donc, ça peut être un fournisseur qui ne produit pas, mais qui va intégralement se fournir sur le marché. C'est tout à fait possible. On a pas mal de fournisseurs, notamment les fournisseurs d'énergie renouvelable, qui peuvent aller faire des contrats directement avec des producteurs. Donc, ils se servent de ça, notamment pour garantir qu'ils injectent de l'énergie renouvelable. On peut aussi aller chercher donc, de l'électricité nucléaire via l'ARENH. Et généralement, il y a beaucoup de fournisseurs qui font en réalité un mix de ces solutions. Donc, ils vont en produire une partie, aller faire des contrats avec d'autres. Donc, c'est vraiment cette recette magique un petit peu qui va donner le prix qu'on va vous vendre. Donc, pourquoi généralement l'offre de marché est moins chère que le tarif régulé de vente? Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant l'électricité est censée être moins chère? Donc déjà, les fournisseurs alternatifs, donc si vous êtes chez un petit fournisseur, par exemple, très souvent, ils ont des offres digitales, ils ont vraiment fait des gains sur la commercialisation. Donc, ils ont baissé les coûts via ce biais, alors que EDF n'avait pas besoin de faire ça. Alors que là, maintenant qu'ils sont en concurrence, ils cherchent à réduire les coûts le plus possible. Il y a aussi de l'optimisation. En fait, une valeur ajoutée que créent les fournisseurs alternatifs, c'est que vous, a priori, en tant que client résidentiel, personnellement, j'ai beau travailler sur le sujet, ce serait très compliqué pour moi et très chronophage de moi-même faire mon trading et ma soupe entre bon, alors je vais en prendre une partie chez tel fournisseur et puis je vais en acheter une partie sur le marché. Eux font ce trading à votre place. Et c'est censé être un peu plus optimisé. Et à côté de ça, le fait d'avoir un marché, ça pousse aussi les producteurs, donc ceux qui vraiment détiennent les centrales, à enchérir un coût plus faible pour faire du profit. Ça, ce n'est pas forcément le cas d'un monopole régulé.
Et surtout, bon, ça, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à choquer, donc on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. La méthode de calcul donc, du tarif réglementé de vente, qui existe toujours, qui est fait par la Commission de régulation de l'énergie, tient explicitement compte du prix du marché. Donc, même si EDF va ou ne va pas s'approvisionner sur le marché, donc la CRE va considérer que ce prix existe et qu'elle doit en tenir compte pour calculer donc le fameux tarif bleu que vous allez recevoir. Voilà. Et actuellement, ce qui se passe, c'est que les prix de gros sont tirés par les prix du gaz avec le merit order, donc ce que je vous ai expliqué un peu. Donc, ça impacte à la fois les offres de marché, mais également les TRV qui sont indexés sur les prix du marché. Voilà, maintenant, on va pouvoir parler. C'était un petit peu dense et peut-être un peu rapide. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à passer par le chat et je pourrais sans problème revenir un peu là-dessus. Donc, maintenant, on va parler un peu des limites. Déjà, ce marché, même quand il a été mis en circulation, il a plusieurs problèmes théoriques. Sans même rentrer dans la pratique, il y avait déjà quelques trucs qui n'allaient pas. Déjà, ce marché, il fonctionne parfaitement si et seulement si le mix, donc les capacités de production installées, sont aussi optimales. Or, ce n'est pas le cas. En Union européenne, on a tendance à avoir plus de capacités de production que nécessaire. Vous ne voulez pas risquer le blackout et vous ne pouvez pas ajuster comme vous voulez. Vous n'allez pas d'une année à l'autre enlever, remettre des centrales à gaz, ça ne marche pas comme ça. Maintenant aussi, on a des biais comportementaux des investisseurs, ça c'est plutôt mon champ de recherche, qui ne sont pas pris en compte par ce marché. Donc vous avez des comportements spéculatifs, vous pouvez avoir l'aversion au risque aussi, le fait que des investisseurs, que ce soit des producteurs ou des fournisseurs, aient un peu peur du futur, ça c'est pas pris en compte par le merit order, ça ne va pas. Un problème assez intéressant dont on va parler après, c'est ce qu'on appelle la missing money. Donc, on va voir que les pouvoirs publics ont ajouté un plafond de prix qui peut être inférieur à cette fameuse valeur dont je vous ai parlé plus tôt, qui était très élevée, pour éviter qu'on atteigne 20 000 € du mégawattheure sur le marché. Et en fait, comme personne ne connaît la valeur théorique qu'il faudrait mettre sur le marché, eh ben, on soupçonne que peut-être la valeur qu'ont choisi les pouvoirs publics est un peu trop faible. Et donc, si on revient un peu sur le graphique, si la valeur, mettons, est effectivement à 20 000 € du mégawattheure et que les pouvoirs publics mettent donc un cap de prix, une limite de prix à 8 000 € du mégawattheure, et ben, dans ces cas-là, ça veut dire que les centrales à gaz, pour être rentables, devraient gagner 20 000 € du mégawattheure, mais en pratique, elles vont gagner que 8 000. Et ça peut poser problème parce que si les centrales à gaz ne sont pas assez rentables, elles vont quitter le marché et il nous manquera des actifs de pointe. Ça, c'est un problème qui a été vraiment soulevé dès l'introduction du marché. Et il y a aussi plein de problèmes pratiques. Là, je vous donne juste un petit panorama. Et je vais vous raconter quelques histoires. Donc, la première qui est la plus effrayante, c'est la crise californienne. Donc, en 2000-2001, il y a eu des grosses périodes de pénurie d'électricité en Californie avec des prix sur le marché qui sont bien supérieurs à ce qu'on a actuellement. On a pu monter à des prix à 1 000, voire 2 000 $ du mégawattheure. Donc, c'est 4 fois plus élevé que ce qu'on a actuellement. Donc, il n'y a pas eu assez de construction de nouvelles centrales à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de la population, pardon. Et surtout, comme le marché était très complexe, et que, comme je vous ai expliqué, les entreprises font du profit quand il y a de la pénurie, et il y a notamment la compagnie Enron qui a gonflé les prix en mettant volontairement des centrales en indisponibilité. Donc ça a été le premier exemple de on met en place un marché et 3-4 ans plus tard, on a des entreprises qui en profitent et jouent sur la complexité du marché pour gonfler les prix. Donc ça a mis un première sonnette d'alarme. Attention, le marché, si vous le manipulez, il va se passer plein de problèmes. Donc les pouvoirs publics ont mis ces fameux caps de prix à ce moment-là. Et on a les problèmes dus aux énergies renouvelables. Premièrement, déjà, le gouvernement n'a plus autant avant la main pour investir directement. Donc, il l'a encore un peu sur le nucléaire, c'est parce qu'il travaille étroitement avec EDF et c'est quand même je crois que maintenant, ça y est, ils le détiennent à 100%. Par contre, pour les énergies renouvelables, ce n'est plus le gouvernement lui-même qui va planifier à l'aide d'un monopole, je vais mettre moi-même mes énergies renouvelables. Et mettons, si par exemple, il faut 40
40 gigawatts d'éolien en France parce que c'est le niveau optimal pour la transition énergétique, mais que ce n'est pas le niveau optimal sur le marché, le marché ne va pas forcément suivre. Le marché, malheureusement, n'est pas bénévole, n'est pas là pour le bien-être commun, il est là pour garantir une optimalité économique. Et ça amène à un deuxième problème, quels signaux, finalement, il faut envoyer au marché pour qu'ils prennent correctement en compte les problématiques environnementales. Donc, est-ce qu'il vaut mieux mettre une taxe carbone? Est-ce qu'il vaut mieux mettre des subventions aux énergies renouvelables? Est-ce qu'il faut carrément interdire les centrales fossiles? Ça, vous pouvez trouver une multitude de papiers de recherche qui comparent un peu ces alternatives. C'est un vrai sujet de recherche très actif. On a aussi la cannibalisation des énergies renouvelables. On va revenir à nouveau sur ce graphique. Si vous aviez une chose à retenir ici, ce serait ce graphique. Si vous augmentez la part d'énergie renouvelable, fatalement, vous diminuez le prix de marché. Pourquoi? Parce que ici, au lieu d'avoir uniquement 500 MWh, vous aurez peut-être 2000 MWh. Et donc, pour plus de demandes, vous allez être à un prix zéro. Là, on pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, c'est bien d'avoir un prix du marché qui est bas. Alors, c'est bien pour les fournisseurs, ça l'est moins pour les producteurs, parce que tout le monde sur ce marché, y compris les énergies renouvelables, doit faire du profit. L'excès de profit, ce n'est pas bien, mais il faut quand même que les producteurs fassent un minimum de profit pour pouvoir rentabiliser leurs coûts fixes. Si un champ d'éoliennes, vous ne le rémunérez jamais pour sa production, à un moment donné, il va y avoir un problème pour lui. Et donc, on a un phénomène de cannibalisation où plus vous avez d'énergie renouvelable, plus le prix du marché baisse et ça réduit la rentabilité de tous les actifs, y compris les renouvelables. Donc ça, c'est un problème. Et on peut même avoir maintenant des phénomènes assez absurdes, donc en combinant des subventions et des prix de marché, comme les prix négatifs. Les marchés de l'énergie sont un des seuls exemples de marchés existants au monde où vous pouvez observer des prix négatifs, ce qui est complètement aberrant d'un point de vue économique. Donc, comment ça a pu arriver? Là, par exemple, je vous ai mis un exemple en Allemagne où en 2019, on a eu des prix négatifs à certaines périodes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ici des excès de production renouvelable. Donc, on a eu beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien. Alors, il y a deux choses qui expliquent pourquoi on a pu avoir cet excès. Premièrement, si le prix du marché descend à zéro, en théorie, les producteurs renouvelables devraient rationnellement couper un peu de jus, en enlever un peu, comme ça ils refont remonter le prix du marché et c'est bon. Et on a aussi les centrales conventionnelles qui devraient s'arrêter. Mais ça ne se passe pas en pratique pour deux raisons. La première, c'est que les productions d'énergie renouvelable sont subventionnées par le gouvernement. Donc si vous êtes un producteur éolien, vous, que le prix du marché arrive à zéro, ça ne change pas le fait que vous allez toucher peut-être 70 € du mégawattheure. Donc, vous allez continuer à produire et à recevoir ça du gouvernement. Donc, ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, ces centrales conventionnelles, elles s'allument et elles ne s'éteignent pas comme elles veulent. Donc, c'est le cas à la fois du charbon, mais aussi du nucléaire. Et si vous arrêtez votre centrale, la redémarrer, ça va donner un coup. Ce qu'on appelle un coup de redémarrage. Vous ne pouvez pas juste éteindre et allumer votre centrale comme ça. Et ce coup de démarrage est assez conséquent. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, votre centrale à charbon, elle va trouver que c'est plus optimal de payer des fournisseurs pour continuer de produire et ne pas arrêter sa centrale, plutôt que d'arrêter sa centrale et devoir payer ses coûts de redémarrage. Donc, ces deux exemples-là, ça a donné des prix négatifs. Encore une fois, pourquoi c'est un problème, ces prix négatifs? J'insiste, c'est toujours que les producteurs ne peuvent pas faire de profit. Donc ça, c'est un problème pour tout le monde et le gouvernement doit souvent payer la différence entre ce prix d'achat garanti et le prix de marché, donc ça augmente ce que le gouvernement doit payer. Donc ça, c'est un autre problème qui montre bien que juste payer à la production et subventionner le renouvelable, il y a un petit problème, ça ne marche pas. Donc, ça faisait déjà depuis 2019-2018 qu'on commençait à parler de réformer ce marché. On va pouvoir parler un peu de l'avenir du marché maintenant, de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Pour l'instant, on a eu pas mal de remèdes. Ce qu'on appelle un remède en économie, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le marché pour compenser une défaillance du marché. Donc, après la crise californienne, on a mis des limites de prix. Après, on a invoqué il y a eu des problèmes de biais de concurrence en France notamment, et on a créé l'Arenh.
Ensuite, on a eu un prix du carbone qui était trop faible. Donc, il y a certains pays comme le Royaume-Uni qui ont… Ah, il y a une coquille ici, qui ont introduit un prix plancher. Donc, on rajoute un prix plancher en plus de la taxe carbone. Et là, ah bah oui, même coquille. On a eu un manque d'investissement en capacité de production, et ben on va mettre un marché de capacité. On va rajouter des enchères renouvelables. En fait, ce marché, son principal problème, c'est qu'on a déjà un marché qui n'est pas simple de base quand il fonctionne. Mais comme en plus, il ne fonctionne pas toujours, et ben on ajoute des surcouches et de la complexité. Donc ça, c'est peut-être ce qu'il faut le plus retenir de cette présentation, c'est qu'en fait, ce marché est issu de surcouches pour répondre à des crises qui apparaissent progressivement. Donc, on commence à parler un peu de structure de marché alternative. Donc, ce qu'on va appeler un market design. Donc, en fait, c'est une structure de marché, tout simplement. Et il y a un champ de recherche qui est très prolifique et très actif sur qu'est-ce qu'un bon market design, qu'est-ce qu'une bonne structure de marché, finalement. Donc, on ne sait pas vraiment à quelle structure de marché mettre en place, mais on sait à quelles règles il devrait obéir. Donc, la première chose, c'est qu'à court terme, il devrait être efficace pour envoyer des signaux prix et on devrait avoir assez d'électricité pour répondre à la demande au plus bas coût. Mais, et ça c'est plutôt ce deuxième point qui pêche généralement, c'est qu'il faudrait assurer les investissements à long terme. En fait, jusqu'à présent, à court terme, le marché a été relativement efficace, donc il traduit bien ce qui se passe sur le marché. C'est assez rare qu'on manque de production. Il y a le problème des prix négatifs qui est un peu différent. Par contre, la deuxième partie, bah, ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le marché a poussé à avoir assez d'investissements renouvelables, par exemple? Est-ce que ça a poussé à investir dans d'autres centrales de production, que ce soit nucléaire, gaz? Bah là, il y a un gros débat. Il faut savoir aussi que ça va être, je vais en parler un petit peu après pour finir, mais c'est très compliqué de vous présenter des structures de marché alternatives parce que il est très compliqué pour des économistes de vous expliquer concrètement qu'est-ce qui ne marche pas et comment ça se passe sur ce marché. C'est pour avoir déjà vu ça un petit peu plus en interne dans des entreprises ou moi-même travailler là-dessus. Généralement, vous allez commencer en vous disant « bon, bah, je vais réfléchir à une nouvelle structure de marché ». Et vous vous retrouvez coincé parce que vous avez du mal à trouver un modèle ou quelque chose qui va expliquer les problèmes du marché actuel. Et donc, vous pouvez passer votre thèse qui devait être axée sur proposer une nouvelle structure de marché. Bah, vous passerez votre thèse à essayer d'expliquer les défaillances du marché. Donc, il y a beaucoup de propositions. La principale proposition qui est retenue depuis peut-être 2015, c'est d'introduire des rémunérations de capacité. Donc, vu que c'est les investissements à long terme qui posent problème, bah, on va arrêter de subventionner uniquement la production et on va aussi subventionner les centrales directement. Donc, on peut enchérir pour avoir des nouvelles capacités. Donc, c'est là que vous allez avoir les appels d'offres pour le renouvelable. Alors, vous pouvez augmenter les réserves stratégiques. Donc, c'est-à-dire que la loi impose à tous les producteurs de garder une partie de leur production en réserve au besoin, pour pouvoir les utiliser au besoin. Donc, vous pouvez dire à chaque producteur, bah, maintenant, vous devez garder 10% de vos capacités en cas de problème. Et vous ne pouvez pas mettre cette partie-là sur le marché. Vous pouvez aussi demander aux fournisseurs, c'est le cas en France depuis 2016, d'acheter, en plus de leur électricité, maintenant les fournisseurs doivent acheter des certificats qui prouvent que les centrales dont ils ont besoin existent. Et il y a énormément de recherches sur vraiment les mécanismes de capacité. Mais ce qui est un peu difficile, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'exemples pratiques. En France, il y a eu quelques enchères et c'est un peu compliqué de voir tout de suite. Ça prend du temps hein, de voir est-ce que des centrales ont été construites. Ça ne se construit pas en 6 mois. Et d'ailleurs, on a introduit ce marché en 2016 et depuis, on ne peut pas trop dire que la situation a été très claire pour observer quelque chose parce qu'on a eu le Covid en 2020, on a eu la crise qu'on a actuellement. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'années où tout fonctionnait normalement depuis. Il y a aussi pas mal d'autres propositions. Donc, il y a le fait d'aller vers des modèles décentralisés. Donc, des modèles, surtout pour l'énergie renouvelable, où c'est beaucoup plus à la mode. Qu'en fait, vous n'allez pas avoir un grand marché centralisé, mais vous allez avoir des productions à une échelle régionale, où les collectivités s'organisent elles-mêmes. Vous avez l'autoconsommation aussi, qui est pas mal invoquée maintenant.
Mais oui, il y a beaucoup d'idées. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que très souvent, ces idées se superposent au marché de production qu'on a déjà. Donc, on revient toujours à cette idée de, on va continuer de superposer des couches. C'est un petit peu complexe. Donc là, je vais vous proposer une petite conclusion pour l'instant et on va avoir pas mal de temps pour les questions. Donc, je suis peut-être allée un peu vite, alors n'hésitez pas s'il y a des points de clarification à la fin. Donc finalement, pourquoi c'est si difficile de corriger ce marché? Donc comme je vous disais, c'est encore très compliqué à ce stade de bien comprendre ce qui se passe sur ce marché, donc le marché énergie only, et il est très difficile à modéliser. C'est encore très à la mode de chercher comment modéliser correctement ce marché. En plus, on ajoute des complexités dans un système, ce qui amène à des problèmes toujours plus complexes. Ça, je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans le public. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Plus vous complexifiez un système, plus les problèmes qui en découlent sont complexes. Et on a vraiment un marché qui est une multitude de couches réglementaires. Donc, si vous voulez modéliser correctement un marché qui va tenir compte de l'AREN, du price cap, qu'il n'y ait pas de pouvoir de marché, donc les producteurs enchérissent effectivement leur coût marginal et qui ne mettent pas un outil de marge au-dessus. Alors, pour tout ça, si vous avez un modèle qui fait tout ça, je vous invite très fortement à m'écrire parce que je suis preneuse. Et surtout, c'est encore le cas maintenant, on a régulièrement des nouvelles crises qui apparaissent et qui mettent des nouveaux enjeux et des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Il faut comprendre aussi que quand on a prévu ce marché, où c'était quand même dans les années 90, on n'avait absolument pas prévu tout ce qui se passe maintenant. On n'avait pas prévu qu'on allait vouloir, on n'avait pas assez prévu, ça existait déjà à l'époque, mais on n'avait pas envisagé qu'on veuille faire pénétrer autant d'énergie renouvelable. On n'avait pas anticipé qu'on veuille sortir du nucléaire plus que prévu dans les années 90. On n'avait pas prévu les montées de prix du gaz. Il y a énormément de choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, plus on a des crises qui apparaissent, plus on a des nouveaux problèmes qui apparaissent qu'on n'avait pas vu venir. Et finalement, ça, je garde cette question parce que c'est peut-être la question qu'on m'a le plus posée depuis que je parle de ce sujet, c'est pourquoi on garde ce marché? Je pense, à titre très, très, très personnel, qu'un bon économiste ne pourra pas réellement vous dire que le marché est complètement défaillant. La question, elle est excessivement complexe et je ne pourrais pas décemment vous dire qu'un monopole aurait fait mieux. Là, on n'est plus dans, je pourrais le dire d'un point de vue politique, mais pas d'un point de vue économique. C'est très compliqué de vraiment isoler, est-ce qu'il y a eu des gains, est-ce qu'il y a eu des baisses sur le prix. D'autant plus que, pour vous donner une idée, en France, on a encore 70% des clients résidentiels, donc 70% des ménages, qui sont sous l'ancien système. Donc, on n'a pas de avant-après pour 70% des clients et des ménages. On a le cas pour les clients industriels, mais c'est un peu compliqué aussi. En plus, opérer un retour en arrière, ce n'est pas simple. Ça demanderait une grande organisation et une grande coordination européenne. Donc, comment on fait pour indemniser les fournisseurs qui se sont investis sur le marché? Comment on redistribue les centrales? Par exemple, EDF ne possède pas des centrales qu'en France. Et en fait, surtout, il faut garder, et ça c'est la conclusion finale, que l'intégration de ce marché, ça répondait aussi à un enjeu politique. Donc finalement, remettre en question ce marché, ça peut amener à des questions très inconfortables comme remettre en cause le marché unique, remettre en cause l'Union européenne potentiellement. Je vais très très loin, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que politiquement parlant, le sujet est très délicat et ce n'est pas un sujet qui est approprié uniquement par des économistes ou des ingénieurs. Donc voilà, et je vous remercie de votre attention. Donc vous avez le QR code pour mon site web et pour ceux qui n'aiment pas trop les sites web, je vous ai laissé mon adresse mail et on va avoir quand même pas mal de temps pour les questions. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alicia. Alors, une petite question quand même avant de te lire celles qui ont été posées sur SpeakUp. Passer d'une thèse sur le nouveau modèle de marché à pourquoi est-ce que l'actuel fonctionne mal, c'est du vécu? Alors, non. La bonne nouvelle, c'est que quand on a... En fait, moi, j'ai commencé ma thèse pendant le Covid. Donc, c'était déjà un petit peu à la mode de parler de tout ce qui était incertitude et on avait déjà eu l'intuition avec mes directeurs de thèse on devrait un petit peu travailler sur qu'est-ce qui se passe en cas d'incertitude, comment le marché réagit. Et en fait, entre-temps, il y a eu toute la crise ukrainienne qui est arrivée et
il y a eu un effet d'opportunisme tiens, on avait un peu raison, malheureusement. D'ailleurs, ici, j'ai mis quelques références supplémentaires, j'ai oublié d'en parler. Et il y a notamment une petite autopromotion. Donc, on avait, avec le podcast Échange climatique, fait un épisode Mieux comprendre la crise énergétique en 2021 ou 2022. Non, c'était 2022. Et ce podcast était sorti avant la crise ukrainienne. Et il est toujours d'actualité si vous l'écoutez maintenant, parce que déjà, on parlait des possibilités. Si le prix du gaz s'envole, on est très dépendant. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on en avait déjà un peu parlé. Voilà. Ok, merci pour ça. Alors, je passe aux questions qui ont été posées dans Speak Up. Première question, quelqu'un se demande quelle est la part du marché spot sur l'ensemble de la fourniture, c'est un pourcentage. À quel pourcentage les fournisseurs s'approvisionnent sur le marché spot? Ça, c'est une excellente question parce que en fait, comment chaque fournisseur, excusez-moi, comment chaque fournisseur se fournit, entre guillemets, ce ne sont pas des données publiques normalement. Donc, il y a certains fournisseurs qui sont très transparents là-dessus. Je pense à des fournisseurs peut-être comme Enercop ou Equator qui vont plutôt faire des contrats directs avec des producteurs. Mais par exemple, Total, je ne sais pas du tout à quel point ils vont s'approvisionner sur le marché. Il faudrait peut-être que j'aille plus creuser les données, mais pour moi, ce n'est pas des informations publiques. Je passe à la suite. Alors, je rappelle, si vous voulez rajouter pour les personnes qui rajoutent des questions, mettez votre nom, comme ça je peux vous solliciter pour la poser directement, plutôt que ce soit moi qui les lise. Donc, si je passe à la suivante, quelqu'un se demande s'il y aurait un moyen de faire sans marché, et si oui, qu'est-ce que ça signifierait? C'est une question qui a été un peu... Je la voyais fortement venir, cette question, d'où ce slide. En fait, ce serait vraiment très compliqué et je pense qu'il est assez improbable qu'on revienne à un monopole. Peut-être plus de planification à l'échelle européenne. C'est un peu ce qu'on fait avec les paquets énergie-climat, où l'Union européenne impose à chaque État, d'ici 2030, je veux 30% d'énergie renouvelable dans votre mix énergétique, ce qui inclut l'électricité, donc débrouillez-vous. Il est possible que ce modèle-là, il pousse un petit peu plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de remise en cause du marché côté Union européenne pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qu'on ferait je sais que c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante, mais on est assez pessimiste, en tout cas les gens qui posent la question sur l'hypothèse d'un arrêt du marché. Alors, la question suivante, on aurait presque dit un match de foot. L'Espagne et le Portugal ont unilatéralement décidé de quitter le marché européen. Comment ils ont fait? Alors je ne suis pas au courant de comment ils ont fait, mais en théorie, il y aurait des sanctions. Parce que, par exemple, du côté de la France, en tout cas, la France, pendant un certain temps, a fait un petit peu de la résistance et a tenu à garder le modèle d'EDF. Donc, par exemple, l'existence même d'EDF est relativement controversée d'un point de vue Union européenne. Donc, la Commission européenne a déjà un petit peu plaidé pour démanteler EDF. C'était une des solutions qui avait été envisagée lorsqu'on a créé l'AREN. Et on a créé l'AREN en partie pour dire, non, regardez, EDF n'est plus en situation de force. Il vend un quart, je crois, c'était sa production. À l'époque, c'était 100 TWh, donc ça doit faire peut-être un quart de la production, ou un cinquième. Donc, c'est un peu des alternatives. Donc, je ne savais pas que le Portugal et l'Espagne en étaient sortis. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais a priori, il s'exposera à des sanctions économiques. Alors, je vais mettre mon grain de sel là-dessus. Il me semble qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des abus de langage. Ils ont plutôt obtenu une dérogation de la part de l'Europe pour pouvoir fixer en partie leur prix. Mais on est sur un mécanisme qui est très complexe. Et si je ne me trompe pas, en fait, l'Espagne subventionne l'électricité espagnole, mais en le subventionnant directement auprès des producteurs qui se retrouvent à baisser le prix du marché. Et évidemment, dans ces moments-là où le prix du marché est faible grâce à la production espagnole et financée par l'État espagnol, la France en profite pour importer. Donc, on se retrouve avec une situation où à certains moments, la France va importer à bas prix parce que l'État espagnol est en train de subventionner l'électricité. C'est ça, et là, d'un point de vue droit européen, de ce que j'en sais, en fait, ce que le droit européen défend avant tout, c'est qu'il n'y ait pas de biais de concurrence. Donc là, on est sur une situation un peu exceptionnelle, effectivement. Donc si l'Espagne subventionne tous les producteurs,
et que les autres pays autour en profitent, l'Espagne n'est pas forcément en train de créer un biais de concurrence, elle est plutôt en train de sauver un peu tout le monde. Alors que si la France, hors d'une crise, par exemple, subventionnait EDF, ce serait une aide d'État déguisée d'un point de vue droit européen et ça poserait problème. Mais là, c'est vrai que ce qui se passe en ce moment, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, parce que c'est tellement exceptionnel que… Par contre, s'ils continuaient après la crise, là, je pense qu'ils auraient des sanctions auprès de la Commission européenne. Ok. Alors, une autre question plutôt sur les investissements. Comment espérer que sur un marché, et donc forcément sur le court terme ou moyen terme, on fasse un investissement d'avenir à amortir sur 65 ans? Au hasard, l'EPR. Ça, c'est une très bonne question. Donc là, on touche à un premier problème du merit order. Le merit order, c'est une logique relativement court-termiste. Et en fait, pour investir dans un EPR, vous êtes, en théorie, censé anticiper sur 65 ans les résultats de ce marché qui vont vous donner assez pour rentabiliser l'actif de production. Ça, c'est la réponse théorique. La réponse pratique, ça ne marche pas. Parce que vous ne pouvez pas prévoir ça vraisemblablement sur 65 ans. C'est pas possible. Donc ça, c'est en partie pour cette raison-là que l'État pousse un petit peu EDF à le faire quand même, parce que ce qui fait que EDF va investir dans les EPR, c'est pas forcément parce que l'EPR doit faire du profit. C'est plutôt parce qu'il va y avoir un besoin de remplacer les centrales existantes, quel que soit l'objectif de nucléaire qu'on va mettre. Au moins à court terme, il va falloir un petit peu de nucléaire quand même. Donc il y a beaucoup ça. Donc on voit bien déjà que ce marché, c'est pour ça qu'on parlait des mécanismes de capacité à la fin, ce marché, il est vraiment pas bon finalement pour prévoir les investissements à long terme. Donc, on commence à dire, il faut arrêter le merit order, il faut garder le merit order, mais il va falloir mettre des enchères sur des nouvelles capacités. En fait, ce modèle-là, quand il a été créé, de toute façon, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi au cas du nucléaire, qui était quand même pas le cas de tellement de pays européens déjà à l'époque. Parce que ça, pour le gaz et le renouvelable, c'est déjà un peu plus intéressant. Pour le nucléaire… je suis complètement d'accord que c'est bizarre de penser que ça va marcher. Enfin, dès qu'on prend en compte un peu d'incertitude, c'est plus aussi pertinent. Est-ce que Adrien Gaucher est connecté? Oui, bonsoir. Oui, j'avais une question sur le merit order et plus particulièrement quand on ne parle pas de moyens de production, mais plutôt de consommation. Alors, le moyen de consommation, ça peut plutôt être, par exemple, si on fait du pompage, le turbinage pour l'hydraulique pour le stockage, ou production d'hydrogène, ou du demand-side management. Est-ce qu'il y a des modèles là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà ça a déjà été représenté avec le merit order ou pas du tout? Oui, il y en a beaucoup. Donc, moi, je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue pédagogique, ce ne serait pas très, très bien je pense, je ne sais pas qui est en face de moi. Il y a sûrement des gens qui sont très, très compétents là-dessus. Il y a peut-être des gens qui sont moins familiers avec ça. Donc, ça fait déjà beaucoup d'informations. On ne va pas ajouter ça. La deuxième, c'est que moi, je suis économiste avant d'être ingénieur. Donc, si je voulais correctement représenter toute cette partie-là, pompage, turbinage, stockage de batterie, c'est en cours de réflexion, mais je ne le ferai pas correctement, je pense. Mais il y a beaucoup de papiers, notamment en recherche opérationnelle. Il y en a beaucoup qui rajoutent dans le merit order le cas des batteries, comment rajouter les steps. Il y a des gens qui se penchent dessus, ça c'est sûr, qui sont bien plus compétents que moi là-dessus. Ok, merci. Je passe à la suite. Quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que c'est le coût marginal qui est proposé et non pas le coût de revient pour fixer le prix des marchés. Alors, pourquoi le coût marginal plutôt que le coût moyen, peut-être, par exemple? On va élargir un peu la question, parce que celle-là, on me l'avait déjà posée. C'est parce qu'en fait, économiquement parlant, quand on fait une optimisation, là, c'est limite des maths, le coût marginal, ça revient à faire la dérivée, et les dérivées, ça donne une meilleure optimisation. Donc, il y a des graphiques qui existent qui comparent ça, ou si vous faites le coût marginal plutôt que le coût moyen, vous allez avoir un prix plus bas qu'avec le coût moyen, mais ça va quand même marcher. C'est vraiment une question même d'optimisation mathématique, d'utiliser le coût marginal. Enfin, c'est quasiment mathématique comme raison. Une autre question, on est un petit peu dans la continuité.
Quelqu'un qui se demande si la complexité de modéliser le marché ne vient pas aussi du fait que, contrairement à d'autres biens, l'électricité ne se stocke pas. Oui, c'est très fortement ça le problème. Très bonne remarque de la personne qui l'a fait. C'est que l'électricité, bah, faut la prendre tout de suite. Donc, c'est pas un... Ouais, c'est pas... Enfin, vous la consommez au moment où vous l'utilisez. Donc, ça fait que bah, typiquement, les prix négatifs, ça vient de là. En fait, les centrales conventionnelles, quand on parlait des prix négatifs, là, bah, les centrales conventionnelles, ici, elles ne peuvent pas, par exemple, se dire, bon, bah, c'est pas grave, j'arrête. Ou alors, je continue de produire, mais ce surplus, bah, au lieu de l'injecter dans le marché, je le mets dans des batteries. Bah, pas trop, parce qu'on a des moyens de stocker, mais pas à aussi grande échelle. Et ça, c'est pas mon avis, c'est l'avis de l'Agence internationale de l'énergie, donc je n'ai pas oublié. Donc, c'est pas un avis politique, là. Que non, oui, on a un peu ça, alors que si on pouvait stocker, bah, effectivement, eux, ils pourraient ne pas mettre sur le marché et garder. Mais oui, l'absence de stockage, c'est un des problèmes de ce marché. Et sauf erreur de ma part, en 2020, pendant la crise Covid, on a pu aussi observer des prix négatifs sur le prix du pétrole. Oui, Donc, qui lui se stocke un petit peu mieux, mais il n'y avait pas tant de barils que ça disponibles sur le marché, si j'ai bien compris. bah, c'est ça, c'est qu'en fait, vous commencez à toucher les limites physiques, ça ne se stocke pas comme ça, l'énergie. De la même manière, bah, c'est pour ça aussi qu'on a eu des prix négatifs. Hein. Arrêter et redémarrer un puits de pétrole, ça ne se fait pas comme ça. Bah, quand on avait parlé tout au début des causes ici, donc quand je parlais de la reprise post-Covid de la production, bah, c'était un peu ça. C'était toutes les centrales et les puits de pétrole qu'on avait mis à l'arrêt. Bah, ça prend un peu de temps de les redémarrer. Vous ne pouvez pas juste dire, bon, allez, c'est parti, on a le feu vert, tout repart. Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de spécialistes, notamment Mathieu Ozano du Shift Project, qui avait, pendant le Covid, déjà averti du risque de pénurie de production au moment de la reprise. Donc, il y a Mais pendant le Covid, c'est qu'il y avait trop de pétrole qui était en circulation et dans les tankers, et il fallait absolument le brûler. Bah, c'est parce qu'on ne pouvait pas le stocker si on n'avait plus tout stocké. Il n'y avait plus de moyens de stockage. C'est ça. Je vois quelqu'un qui vient de rajouter une question dont les parents sont agriculteurs. Est-ce qu'elle est toujours là, cette personne? Si elle se reconnaît. Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, je vais solliciter pour voir si vous vouliez poser vous-même votre question. Ouais. En fait, j'ai mes parents qui m'ont appelé hier soir un peu dans la panique, et comme je l'ai dit, ils sont agriculteurs. Et en gros, ils ont deux possibilités parce que là, les prix de l'électricité augmentent pas mal pour eux. Donc, c'est soit ils restent chez EDF, ou soit ils ont la possibilité d'intégrer un groupe pour la négociation collective des contrats de fourniture d'élec. Donc, ça fait peu d'éléments, mais en gros, ils savent pas quoi faire. Mes parents, ils ont un peu peur de résilier, chez EDF, et ils se demandent aussi qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'ils risquent pas d'avoir des surprises s'ils intègrent le groupe de négociation collective pour avoir des prix moins élevés sur la future méthode d'ELEC, mais est-ce qu'ils risquent pas d'avoir des surprises au niveau prix s'ils reviennent chez EDF dans quelques années, sachant qu'aussi ils ont des panneaux photovoltaïques pour la production, donc ils se demandent aussi si ça peut pas être problématique. Je sais pas si ça vous laisse assez d'éléments pour me donner une réponse, mais Je peux avoir quelques éléments de réponse. En fait, tout dépend du groupe en question. Quand on a parlé un peu on avait parlé ici des fournisseurs des fournisseurs alternatifs qui avaient fait faillite. Alors, les fournisseurs qui ont fait faillite, il faut savoir que c'est plutôt des petits fournisseurs. Si vous étiez en offre de marché, je sais que moi, c'était mon cas, par exemple, où j'étais chez une filiale d'EDF, les plus petits, il est très probable qu'ils se maintiennent parce que EDF va les maintenir. Si vous êtes chez Total, il est très peu probable que Total... Parce qu'en fait, pourquoi D'ailleurs, ça, j'ai pas parlé forcément de ça, finalement, j'avais le temps. En gros, paradoxalement, les personnes qui sont le plus touchées par la hausse du prix de l'énergie ne sont pas forcément ceux qui sont en offre de marché. Pourquoi? C'est parce que les fournisseurs alternatifs, quand ils ont voulu attirer de nouveaux clients,
ils ont proposé des prix qu'ils ont eux-mêmes fixés pendant 3 ans, par exemple. Donc, si vous alliez, je ne sais pas moi, par exemple, chez Mint Energy, bah, ils vous proposaient un prix qui n'évoluerait pas pendant 3 ans. Donc, c'était des arguments commerciaux parce qu'ils étaient très optimistes de ce qui allait se passer sur le marché. Et donc, ces fournisseurs-là bah, se sont retrouvés un petit peu coincés. C'est pour ça qu'ils ont fait faillite. Soit ils rompaient leur contrat et ils augmentaient votre prix. Mais dans ces cas-là, bah, d'une part, ils s'exposaient à des sanctions. Il y a des fournisseurs qui l'ont fait quand même, il me semble. Mais s'ils augmentaient le prix, bah, vous pouviez les attaquer en justice parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat. Et d'autre part, c'est libre de changer de fournisseur. Donc, si moi, demain, je vois que je suis chez Mint Energy et que ma facture a doublé, bah, le premier mois, je ne vais pas être contente, je vais peut-être les attaquer en justice, mais le deuxième mois, bah, j'aurai changé de fournisseur. Donc, ils ne voulaient pas perdre les clients, donc ils ont maintenu et rogné leur marge un petit peu comme ils pouvaient. C'est pour ça qu'il y a eu des demandes d'arène aussi, pour se maintenir. Donc, certains, ça n'a pas suffi, ils ont quand même fait faillite. Donc, ça dépend vraiment le groupement. Qu'est-ce que c'est comme groupement? Est-ce que c'est un groupement qui négocie auprès directement de producteurs d'électricité renouvelable? Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est juste une centrale d'achat qui achète sur le marché? C'est peut-être un peu plus risqué. Tout dépend vraiment du groupement. Je pense qu'il faut faire plus court. Hein. Je pense qu'il faut faire plus court. À la limite, on ne sait pas répondre exactement à cette question. Ça va dépendre des fournisseurs. C'est très compliqué. Ses parents sont chez EDF depuis des années. Ben, qu'ils y restent. EDF ne sera jamais la catastrophe. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse puisque le marché ne sait pas répondre. Par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'était la question que j'ai posée dans le chat. Excusez-moi d'avoir pris un peu la parole, mais là, parce que j'aimerais bien aller voir le match. Merci déjà pour cette présentation qui était vraiment extraordinaire. Très, très bien. Ça m'a rapporté quelques éléments. Je vous en remercie. Je ne sais plus depuis quand date l'ARENE. Ça m'intéresse. Mais est-ce que vous pensez… Vous avez d'abord dit au début que l'ARENE, ce n'était pas un dispositif de marché. Puis après, vous avez dit que si. Donc ça m'a apporté un petit peu de confusion. En tout cas, moi, une chose est sûre. Je ne connais aucun industriel, encore moins dans l'électricité, où il faut fournir l'électricité seconde par seconde et d'un endroit A à un endroit B avec les lois de Kirchhoff qui font qu'on ne peut même pas choisir la route. Et ça, les lois de Kirchhoff, ça change tout par rapport au marché des télécoms, où on peut avoir des serveurs, machin. Est-ce que vous connaissez un industriel lambda, vendeur de fourches à prix coûtant, sur un contrat long terme, vendre des fourches à prix coûtant, sans révision de prix annualisée, sans indexation sur l'inflation et sans clause de force majeure? Parce que là, une clause de force majeure, on en prend une en pleine tête en ce moment, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez oublié un point sur le cas du productible nucléaire qui était faible. Il y a un cas de force majeure que EDF vit actuellement en pleine tête, c'est la corrosion sous contrainte de plusieurs réacteurs et que EDF a dû arrêter en parallèle. Donc ça, c'est une clause de force majeure qui aurait dû faire en sorte qu'on aurait dû sortir du dispositif de l'ARENE pendant ce truc, parce que c'est incroyable. Et en fait, on n'a même pas fait ça, on a encore foncé plus le clou à EDF. On lui a dit, t'en fournissais 100, maintenant tu vas en fournir 120. Alors que quand on a dit à EDF, t'en fournissais 100, c'était à la grande époque où EDF savait encore faire 400 sur une année, alors que cette année, ils ne vont même pas faire 220. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce dispositif de marché et ce truc? Là, en ce moment, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, ça c'est clair. EDF, c'est des milliards de pertes. L'État, c'est des milliards de dettes. Par contre, les capitalistes, par le marché, ils en prennent plein. Parce que c'est très facile pour eux, ils achètent 42, et ceux qui achetaient 42 sur l'ARENE, bah, ils ne prennent aucun risque, ils font juste de la facturation. Donc, ils ont externalisé, ils ont été meilleurs qu'EDF d'un point de vue coût de commercialisation, parce qu'ils ont décentralisé en Afrique du Nord des opérateurs, alors qu'EDF garde ses salariés en France. Et puis, ils ont mis un peu plus de marketing et de digital. Voilà, EDF, il vient tardivement en marketing. EDF n'a jamais été très, très bon. Donc, voilà. Donc, mais la vraie concurrence, elle n'existe que sur la commercialisation. Emmanuel, je pense qu'il faut faire un petit peu plus court pour vous paraphraser. Ouais, je m'arrête, excusez-moi. Bah, d'ailleurs, Damien, je peux peut-être te poser la question. Est-ce qu'il y a eu sur le logiciel des questions sur l'ARENE? Parce que ça, je les attends, les questions sur l'ARENE. Eh bien, écoute, étonnamment, je n'en ai pas vu, mis à part celle d'Emmanuel. Donc, non, je suis en train de regarder un peu de la liste qui restait, mais je ne crois pas en voir. Ok, je suis assez étonnée. D'habitude, l'ARENE, ça déchaîne un peu les passions, comme on peut l'entendre, ce qui est normal. Hein. L'ARENE, c'est un sujet qui est très compliqué.
L'Arenh, donc c'est bien un dispositif hors marché. Pourquoi? Parce que c'est une option pour les fournisseurs alternatifs d'aller chercher de l'Arenh qui ne dépend pas du marché. En fait, quand je veux dire qu'elle ne dépend pas du marché, c'est si demain, peut-être, je ne sais pas, un fournisseur lambda décide d'aller tout approvisionner sur l'Arenh alors que le prix du marché est bas, il en a le droit. C'est vraiment censé être un mécanisme qui permet de protéger des fournisseurs alternatifs des variations du marché parce que, alors ce qui était avancé à l'époque, c'était que EDF, eux, ils avaient des centrales amorties depuis un certain temps, ce qui n'était pas le cas des fournisseurs. L'Arenh, c'est un sujet énormément politique, plus qu'économique selon moi. C'est aussi pour ça que je choisis de pas trop en parler, parce que c'est très difficile d'en parler sans froisser quelqu'un, que ce soit qu'il y a des arguments des deux côtés sur pourquoi l'Arenh. Sur le prix de l'Arenh, ça c'est pareil, je sais qu'il y a des négociations pour le réévaluer. Ce qui s'est passé récemment, donc le plafond de l'Arenh était à 100 TWh. Donc pour les gens qui ne comprennent pas forcément de quoi je veux parler, quand l'Arenh a été mis en place, donc l'obligation pour EDF de proposer sur option à des fournisseurs alternatifs de vendre une partie de la production nucléaire, ils devaient vendre 100 TWh à 42 € du mégawattheure. Et entre-temps, ce qui s'est passé, donc on a les faillites de fournisseurs alternatifs, et donc on a la Commission de régulation de l'énergie qui a un peu plaidé pour, il faudrait augmenter l'Arenh parce qu'il faut protéger les consommateurs. La Commission de régulation de l'énergie, de ce que je comprends, je ne suis pas là-bas, a demandé à augmenter l'Arenh pour protéger les consommateurs, donc vous et moi, qui sont potentiellement chez des fournisseurs alternatifs, parce que il y a les clients résidentiels, mais il y a aussi des grosses entreprises. On ne peut pas se permettre d'avoir des grosses entreprises qui coulent en France, ça serait une catastrophe pour d'autres raisons. Donc, ils ont demandé à EDF de faire un effort et donc de vendre plus d'Arenh que d'habitude. Sauf que EDF, c'était, là je crois qu'ils leur ont demandé 20 TWh en plus. Ces 20 TWh en plus, EDF avait prévu de les utiliser pour ses propres clients. D'autant plus qu'EDF, effectivement, est en crise. Voilà. Donc, c'est 20 TWh, il a fallu aller les chercher autre part. Donc, EDF a dû aller s'approvisionner sur le marché, par exemple. Donc ça, c'est un sujet qui est très, très compliqué sur qui doit faire ça, puisqu'à l'arrivée, c'est plutôt l'État qui va payer. EDF aussi. Voilà, c'est… EDF aussi, 18 milliards de pertes. Voilà, c'est un sujet qui est très compliqué et pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, quand on parle de force majeure, c'est qu'en fait, ce qui permet à des fournisseurs, donc comme Total, d'aller acheter de l'Arenh, c'est un contrat. En droit des contrats, si vous avez un cas de force majeure, donc par exemple, il y a eu la question du Covid qui s'est posée, il y a la question des corrosions en ce moment, vous pouvez annuler un contrat. Donc, côté EDF, on dit, quand il y a eu le Covid, il y a eu plusieurs fournisseurs, dont Total, qui ont dit, on a un cas de force majeure qui est le Covid, on n'a pas besoin de l'électricité supplémentaire, il faut annuler le contrat. Et là, on a l'exemple inverse qui est EDF, on a un cas de force majeure qui est la corrosion, la crise, on doit annuler le contrat. Donc là, on commence à rentrer dans le droit. C'est un vrai sujet à part. De la même manière, je vous encourage à aller voir d'autres sources là-dessus parce qu'il y aurait de quoi en faire une présentation à part entière de l'Arenh. Non, mais ça paraît tellement énorme. C'est-à-dire, à la question du petit agriculteur tout à l'heure, on ne savait même pas dire si c'était éventuellement souhaitable qu'il a sur des offres de marché alternatifs ou pas. Donc, bref, le signal prix, excusez-moi, mais quand je vous entends, je me dis, de fait, on n'y croit pas tant que ça. Et inversement, on a ce dispositif de l'Arenh. L'Arenh, je ne me rappelle plus en quelle année ça a été créé, l'Arenh. Parce que l'Arenh, c'était censé être transitoire, c'était censé laisser le temps aux fournisseurs alternatifs de faire de la production. Quel est le fournisseur alternatif qui a fait de la production depuis le temps qu'il y a l'Arenh? Zéro. Donc, arrêtons l'Arenh. L'Arenh, c'était censé être transitoire pour qu'il y ait des investisseurs dans la production. Quels sont les investisseurs dans la production aujourd'hui en France? Première question. Deuxième question. Alors, vous avez évoqué, moi, je n'ai pas ce prix-là du tout en tête, mais vous avez évoqué une subvention de 70 € aux énergies renouvelables si elles étaient en fonctionnement, même si on les payait zéro. À l'inverse, en ce moment, il y a une crise électrique. On est en hiver, il fait froid, donc il n'y a pas de vent, donc il fait froid. C'est là où vous avez qu'à regarder sur Economics, sur le site de RTE. Production éolienne et production solaire, là, à la pointe de ce soir, 19 h, je n'ai même pas besoin d'aller voir, ça doit être proche de 0%. 0% de production. Alors que
il y a eu l'équivalent de 20 centrales nucléaires installées en éolien en France. Et on n'en parle jamais dans cette crise actuelle. Et donc, il fait quoi le signal prix là? On ne peut pas aller dézinguer les subventions aux éoliennes là, parce qu'il n'y a aucune éolienne qui produit, alors qu'on a investi l'équivalent de 20 centrales nucléaires en termes de capacité de puissance. Et personne n'est là aujourd'hui. Personne n'est là pour répondre à cette crise de 19 heures. Alors, je ne sais pas, Alicia, si tu souhaites réagir à ça ou si on sait que là, on a fait un petit peu le tour du sujet. Parce que je pense que, comme tu dis, l'AREN, on en a pour un petit moment si on veut lancer le débat dessus. Je vois d'ailleurs que dans le chat, il y a des personnes qui sont déjà en train de réagir et de débattre. Oui, c'est un peu pour ça que l'AREN, en fait, il n'y a pas de... D'ailleurs, il faut comprendre un truc aussi avec l'AREN, d'un point de vue économique, hein, j'entends. C'est un sujet qui intéresse relativement peu les économistes, parce que je me suis déjà posé la question, d'ailleurs, dans ma thèse, de peut-être travailler un petit peu sur l'AREN, parce que je trouve que le sujet est très fascinant. L'AREN, c'est un cas qui est très franco-français. Donc, pour un économiste peut-être un petit peu plus chevronné que moi, mettons, il n'a pas forcément d'intérêt d'un point de vue académique à passer autant de temps sur ce sujet. Ça, c'est la vraie réponse un peu insidieuse que vous pourriez avoir sur ce sujet-là. Et effectivement, on commence à être un peu dans des conflits d'intérêts entre plusieurs producteurs. Là, j'ai vu que dans le chat, il y avait quelqu'un qui parlait d'Enercop. Donc, il y a toujours des débats hein, que vous pouvez voir, hein, si vous êtes sur LinkedIn, entre des défenseurs d'Enercop, d'EDF. Moi, j'ai surtout essayé, je pense, aujourd'hui, de donner un peu des clés de lecture à tout le monde, pas donner de mon avis, parce qu'on peut critiquer beaucoup de choses dans ce marché, ça c'est sûr. Ce qu'il faudrait faire ou pas, là, pour moi, je trouve qu'on sort de mon champ de compétences économiques, on commence à rentrer dans les opinions politiques, donc je vais m'abstenir aujourd'hui. Mais si d'autres ont des questions ou veulent échanger même de manière plus informelle, hein, je vous invite aussi à me contacter. Moi, je voudrais quand même répondre sur Enercop. Enercop est l'un des rares fournisseurs qui produit aussi son électricité, alors qu'il y en a beaucoup qui ne la produisent pas. Et aujourd'hui, Enercop a un problème parce qu'il n'arrive pas à produire assez d'électricité et qu'il est obligé de faire appel à l'AREN. Ça, c'est le premier point auquel je voulais répondre. Et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables qui sont achetées en moyenne 7 ou 8 centimes le kilowattheure, quand on voit le prix du marché, il rapporte énormément à l'État, puisque la différence entre le prix de 7 ou 8 centimes et le prix effectif, comme vous l'avez expliqué, la différence est remboursée par les producteurs éoliens ou photovoltaïques et remboursée à l'État. Donc aujourd'hui, depuis cette crise, en gros, les subventions données aux producteurs éoliens ou photovoltaïques, depuis le début, ont quasiment été remboursées avec ce mécanisme actuel. Voilà. Mais bon, ça, les calculs ont été faits par différentes personnes pour montrer qu'effectivement, ça. Donc, on ne peut pas dire, mais ce qui est absolument anormal, c'est que des fournisseurs ne produisent rien. Ça, c'est vraiment de la spéculation pure et favorisée par l'AREN. Alors, peut-être quand même, je me permets pour le coup, moi aussi, une réaction, Alain. Je l'ai vu passer aussi dans le chat, Enercop ne produit pas. Enercop achète en gré à gré à des moyens de production qui sont d'ailleurs essentiellement des barrages au fil de l'eau en place depuis le début du siècle dernier. La part de photovoltaïque ou d'éolien, enfin, en tout cas de nouveaux renouvelables dans le mix électrique de Enercop reste aujourd'hui marginale. Il augmente, puisque moi-même, ma société leur fournit des projets. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, effectivement, mais petit à petit, ils ont eux-mêmes leurs propres installations. Et alors, si on est sur les sujets un petit peu rigolos et qui fâchent, Alicia, est-ce qu'on a le droit de parler de tarification dynamique? Alors, la tarification dynamique, rappelle-moi ce que tu veux dire par ça. C'est le fait de ne pas faire payer un prix fixe à ton consommateur ou alors avoir un prix heure pleine, heure creuse, mais de carrément facturer heure par heure le prix de l'électricité complètement indexé sur le prix du marché à ton consommateur.
comme ce qui se passe essentiellement en Espagne, où on peut penser à Bari, hein, qui a essayé d'intégrer ça en France, et puis c'est complètement retourné. Et si je me souviens bien, on a une directive européenne sortie en 2019 qui a dit qu'il fallait que tous les fournisseurs suffisamment gros proposent ce genre de choses. D'accord. Donc, alors ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous... Ça oui, là, d'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire. Alors, proposer un contrat indexé sur le marché, c'est un contrat qui est beaucoup plus risqué pour le consommateur. Là, on commence à rentrer un peu plus dans de la logique financière. C'est plus risqué pour le consommateur, mais aussi pour le producteur. C'est plus risqué pour les deux. Pourquoi? Parce que si demain le prix s'effondre, le consommateur, certes, va y gagner, mais le fournisseur va y perdre un peu. Par contre, si le prix augmente fortement, ce qui est le cas en ce moment, le fournisseur est un peu gagnant. Donc, c'est une forme de pari. Quand vous prenez un prix fixe, généralement, il va être considéré en moyenne un peu plus élevé que le prix indexé sur le marché parce que vous allez payer une forme de prime de risque. On va appeler une prime de risque en économie, c'est-à-dire que vous allez payer peut-être un peu plus, mais pour vous protéger du risque. Je sais que par exemple, allez, je vais me prendre comme exemple, je suis doctorante financée par le public, donc comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas un revenu incroyable. Ce type d'individu est plutôt averse au risque. Personnellement, je préfère payer peut-être, allez, 20 € plus cher par mois ma facture, mais m'assurer que mon prix ne va jamais bouger, mais peut-être que quelqu'un qui est capable de payer un prix de 100 € d'un coup parce qu'il a les moyens de le faire, peut-être qu'il va préférer prendre ce type de contrat. On commence à être un peu sur de la spéculation avec ce type de contrat, mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi tout le débat sur tout ce qui est les compteurs Linky, le fait de proposer aussi que les consommateurs voient directement les signaux prix. Ce qui se passe, c'est que comme le prix que nous, on paye à la fin sur notre facture n'est pas directement heure par heure corrélé au prix de l'électricité, ça prive aussi de certaines incitations, par exemple, qui peuvent être utiles avec le renouvelable. Par exemple, si vous voyez que le prix, on va enlever la crise actuellement, mais on va prendre un cas normal, vous voyez que le prix est très très faible, parce qu'on a beaucoup de renouvelables, et ça veut dire que c'est une parfaite occasion d'aller charger vos véhicules électriques, toutes ces choses-là. Donc, adapter un peu plus votre mode de vie à l'affluence de consommation ou pas, parce que là, on est vraiment sur une logique où la production suit ce que nous, on consomme. Mais pour aller vers plus de renouvelables, il y a un vrai consensus là-dessus, je ne l'invente pas. Il faudrait qu'on passe à un modèle où la consommation suit beaucoup plus la production. Donc, en ça, tout ce qui est tarification dynamique, les compteurs Linky, ça va dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant aussi. Mais vous faites un arbitrage entre... ça marche bien quand il n'y a pas de crise. Mais s'il y a une crise, c'est fini. C'est un système qui fait un peu peur. Je crois que, sauf erreur de ma part, au Texas, en 2019 ou 2020, tu as des consommateurs comme toi, comme moi, comme les personnes connectées, qui se sont retrouvés avec une facture mensuelle de 10 000 $ parce que les prix du marché avaient complètement explosé et qu'ils étaient sur la tarification dynamique, et donc c'est eux qui ont payé et pas le fournisseur. Et je crois que certains fournisseurs ont même préféré se déclarer en faillite plutôt que de faire payer leurs consommateurs, parce que faire payer 10 000 € à 10 000 $ par mois d'électricité, c'était juste pas possible. C'est un peu ça. En fait, on est un peu ça. Moi, je fais un petit peu la promotion, on va dire, de mon champ de recherche. Mais il y a d'autres doctorants, d'autres doctorants et très bons chercheurs que je connais qui travaillent là-dessus. Donc, il n'y a pas que moi. Où on travaille un petit peu sur comment est-ce que ce marché, finalement, il est bien pour protéger, donc aussi bien les fournisseurs, les producteurs que les consommateurs, des grands aléas. Donc là, typiquement, une crise en Ukraine, ce n'est pas un événement qui arrive, j'espère, pour le futur, tous les 4 matins. Donc là, c'est un peu une des faiblesses de ce marché, c'est que c'est compliqué de centraliser face à ce type de crise. Donc, il y a des vraies questions là-dessus pour l'avenir. Et ça, c'est un peu pour ça aussi qu'on a l'histoire des certificats de capacité dont j'ai parlé plus tôt. C'est parce qu'on aimerait, pour l'avenir, un peu plus s'assurer les producteurs et les consommateurs en étant sûr d'avoir les moyens de production nécessaires. Mais ça, oui, quand il y a de l'incertitude, le marché, il ne fait pas très, très, très bien son travail. C'est comme n'importe quel marché, j'ai envie de vous dire. Alors, je propose qu'on prenne encore quelques questions rapides. Là, on touche un petit peu à la fin.
Quelqu'un s'interroge sur les effets sur le marché qu'on peut attendre de la remontée de l'État dans le capital d'EDF. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, sur quel marché? Si c'est le marché de l'électricité, ça ne va rien changer. Quasiment pas, en tout cas, je ne pense pas. Par contre, l'action d'EDF en bourse est remontée suite à ça. Parce que pour les investisseurs, c'est un signal que l'État, c'est peut-être l'un des meilleurs garants qu'on puisse avoir dans sa vie. Donc, pour les investisseurs, c'est un bon signal. Donc, l'action d'EDF remonte. Mais à court terme, sur le marché de l'électricité, ça ne va rien changer, a priori. Parce que ce qui influe le prix du marché, c'est l'électricité disponible. Ce n'est pas qui détient quoi. Okay. Je suis en train de rebalayer un petit peu les questions pour voir ce qu'il reste, parce que je vois qu'il y a eu pas mal de questions qui ressemblent plutôt à des commentaires de ce qui s'est dit tout à l'heure. Pardon, pendant ce temps-là, je vais compléter ma question. C'était moi qui venais de la poser, celle-là, sur l'influence de la remontée de l'État dans le capital. Et je me demandais si du coup, l'État il va avoir une certaine envie de décarboner l'économie, donc l'énergie, donc la production qui va avec. Est-ce qu'il pourrait avoir envie d'utiliser EDF pour mener cette politique et comment est-ce que ça influencerait du coup le marché? Parce que ça va le déformer un petit peu. On avait déjà truandé un peu avec l'AREN le fait que c'était le seul producteur de nucléaire sur des infra-amortis. Si on veut décarboner massivement, est-ce qu'on peut compter que sur des producteurs alternatifs ou est-ce on peut s'attendre à ce que l'État reprenne un peu le pouvoir sur ce terrain pour combiner le besoin d'électricité et le fait qu'il faut le piloter sur des grandes durées et qu'il faut absolument tout décarboner dans des délais extrêmement courts? Oui, ça c'est une question qui est vraiment très intéressante et on retouche un petit peu les limites du marché et pourquoi on cherche des structures alternatives. C'est est-ce que le marché est capable de pousser pour la transition énergétique? En fait, ça dépend. Je sais que c'est la réponse que j'utilise le plus, mais c'est un marché très compliqué. Si on va pour la question du renouvelable, il y a des fournisseurs alternatifs qui ont fait un très bon travail là-dessus. Je pense notamment à Enercop, Équateur, qui ont poussé là-dessus. Il y a eu pas mal d'initiatives à des échelles plus basses ou des échelles plus fines, régionales, où il y a eu un bon travail de fait là-dessus, qu'il faut absolument saluer quand même, je précise. Par contre, il est a priori clair que l'investissement renouvelable, il n'y en a pas assez encore. L'investissement nucléaire, c'est encore une autre paire de manches parce que construire un champ éolien, c'est une chose, construire une centrale nucléaire, c'en est une autre. Et je pense que c'est rassurant et normal que tout le monde ne puisse pas construire de centrale nucléaire. Ça, je pense que ce n'est pas trop avancé de dire ça. Donc, effectivement, ça ne va pas assez vite. Donc là, on commence à avoir une urgence qui est comment on fait parce que il y a des fournisseurs qui, je pense, font ce qu'ils font parce qu'ils y croient un petit peu, qui sont engagés. Il y a d'autres fournisseurs qui, a priori, eux, ce qu'ils cherchent, c'est avoir une activité rentable. Donc, si construire une centrale nucléaire ou construire des éoliennes, ce n'est pas considéré comme rentable, ils ne vont pas le faire. Alors là, le fait que l'État soit l'actionnaire majoritaire, soit vraiment le principal actionnaire d'EDF, c'est que l'État a une position sur la stratégie d'EDF et peut dire, tiens, la stratégie d'EDF, ça ne sera pas d'aller faire du profit, ce sera de construire ces centrales. Donc, c'est comme ça qu'il va agir. Donc oui, ça va influencer le marché, mais ça permet de sortir un peu de la logique. EDF, il est là pour faire du profit. Parce que les fournisseurs, on ne peut pas garantir. Certains veulent probablement juste faire du profit. Certains croient vraiment en ce qu'ils font. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais on ne peut pas garantir qu'il va y avoir assez de fournisseurs bénévoles, on va dire, pour assurer la transition énergétique. Je ne sais pas si c'était clair, mais… C'était clair, merci. Et ça va probablement permettre à EDF de garder toutes ces centrales hydroélectriques au lieu de les remettre en concurrence. Exact. Et alors peut-être pour conclure, une remarque, une question-remarque de quelqu'un qui est que finalement la conclusion de ta présentation, c'est qu'aucun économiste n'a de solution alternative au marché actuel solide à proposer. Non. Alors que le bon sens laisse quand même penser l'évidence. Moi, c'est ça qui me fait hurler. Vous êtes en train de dire qu'effectivement, de toute façon, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on est sur ce marché et puis on ne sait pas trop. Donc, ça fait des années qu'il y a l'AREN. On devait voir des producteurs alternatifs, on ne les a pas vus.
Enfin, pour moi, ça saute aux yeux, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et on continue. Allez, hop. Voilà, la question, faut-il un marché? Je pense que c'est pour ça que je l'ai mis en conclusion, parce que je pensais que c'était une bonne conclusion. Déjà parce que c'est compliqué, de serait-ce que dire que le marché n'a rien amené. Moi, je n'ai pas de données qui permettent de le dire, personnellement, ou de bonnes méthodes qui puissent être validées. La question est quand même assez complexe. Faire un retour en ternaire, c'est compliqué. Et il y a toute la partie politique. Donc, les économistes, un bon économiste, encore une fois, n'est pas, selon moi, censé dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est aussi que la Commission européenne va venir voir des économistes, ou va subventionner plein de projets, de fonds publics sur ce sujet-là, mais on ne va pas avoir des sujets type est-ce qu'il faut un marché ou pas, on va avoir des questions type sachant qu'on va garder un marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je veux bien l'entendre. Ça explique un petit peu. Je veux bien l'entendre, mais ceci étant dit, on voit bien on fait face à un problème actuel. Le marché de l'électricité, à date, il est complètement déconnant. On ne peut pas avoir un truc comme ça avec des éoliennes qui ne produisent pas. On a des éoliennes qui ne produisent pas. Et ces éoliennes-là, elles amènent les réacteurs nucléaires à s'arrêter quand elles produisent trop. Attendez, mais c'est complètement déconnant. Pour moi, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, mais pour les économistes, c'est des petits bouts de poils qui me grattent dans le nez. Alors pour moi, c'est le nez qui est là et qui va tomber. Je pense aussi, si je me permets de résumer, c'est qu'il y a de ce que je comprends, Alicia, il y a vraiment deux choses. Il faut bien séparer le côté normatif, qui est ce qu'il faut faire, et le côté positif, c'est-à-dire ce qu'on est capable de dire de ce qu'il est aujourd'hui. Effectivement, toi, tu es venu avec cette deuxième casquette, avec une présentation des faits à chacun d'en faire son interprétation. Et moi, j'en retiens qu'aujourd'hui, le monde académique n'est pas capable, via une démarche expérimentale, une démarche scientifique, d'affirmer sur un ton péremptoire que oui, il y a un consensus dans un sens comme dans l'autre. Vous imaginez, derrière, il y a nécessairement une grosse part d'idéologie ou d'intuition, mais qui n'a rien de scientifique. Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'on applique cette loi de marché à nos forces de l'ordre, à nos personnels soignants? Il n'y a pas d'offre de marché sur les forces de l'ordre et les personnels soignants. On pourrait aller sur un truc encore plus délirant que ce qu'il y a actuellement. Je le vis bien, je suis à l'hôpital en ce moment. Je vois ce qui se passe. Eh ben, jouons aux offres de marché dans le milieu hospitalier. Et on en revient justement au point. Là, on est sur une opinion, on n'est pas sur le consensus du monde académique. Oui. Et c'est bien le monde académique qu'Alicia est venue représenter aujourd'hui. Mais elle a travaillé pour le Shift Project. Je croyais que via le Shift Project, ça allait être un petit peu plus dur vis-à-vis du système actuel. Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas d'exemple dans le monde d'un système de marché qui est permis en fait dans un pays en fait d'avoir une mécanique qui permette de faire une stratégie énergétique sur le long terme. C'est-à-dire tous les pays qui ont fait une stratégie énergétique l'ont mise en dehors de leur système du système de marché. Que ce soit les Coréens, les Japonais, les Américains et autres. Voilà. Oui. Ça, pour le coup, je peux rebondir aussi. Si vous prenez des travaux, par exemple, le rapport d'RTE Futur Énergétique, qui avait été beaucoup cité, qui est un très bon rapport. Voilà, que j'ai lu, je pense que j'en ai lu quand même la plus grosse partie, ce qui est quand même un travail un peu colossal et à plein temps, qui est un travail de qualité, mais qui effectivement ne prend pas tellement en compte ces biais de marché. Parce que représenter un marché efficacement avec des problèmes d'imprévus, etc., c'est une modélisation mathématique complexe à part entière. Représenter un système électrique qui fonctionne correctement, c'est une modélisation mathématique compliquée à part entière. Donc, combiner les deux, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a des économistes en France qui sont très, je ne vais pas dire anti-marché, mais qui ont une vision très critique de ce marché. Vous pouvez en trouver. J'ai mis dans les références finales, notamment le très bon livre, je trouve, de Jacques Percebois sur ce sujet-là, qui est assez critique du marché. Donc, ça reste aussi un petit peu une opinion, mais ça reste un chercheur, on va dire, qui
qui, je pense en tout cas, est très très bon là-dessus, de mon humble avis. Vous pouvez avoir d'autres chercheurs français qui sont aussi très reconnus, qui sont un peu plus critiques du travail de Percebois. Oui, c'est compliqué de répondre effectivement correctement à cette question, et je ne peux pas, notamment en tant que doctorante, me permettre d'avoir une opinion très tranchée, parce que plus vous avancez là-dessus, plus vous vous dites, dans ce cas, il me faut des données, il me faut des moyens, c'est un peu ça. J'aimais pas l'opinion, je prends juste la liste des Oui, pays non. et je constate, voilà. Et ces mécanismes en fait, de marché sur des choses qui relèvent effectivement des assets constituant les biens communs au-dessus desquels on met normalement une économie, on n'a pas d'exemple où ça ait fonctionné. On a la même problématique avec le système ferroviaire anglais, par exemple, qui est revenu finalement à une logique plus intégrée, parce que sans ça, on ne peut pas effectivement prévoir des investissements de long terme nécessaires à ces assets de biens communs au-dessus duquel on peut ensuite construire une économie. Voilà, c'est simplement une constatation. Hein. Y a pas, pour l'instant, je n'ai pas vu de pays où ça marche. Ça, je me permettrais je veux dire, en soi, ce sont de bonnes raisons de penser que le marché n'est pas forcément la panacée, mais ce n'est pas pour le monde académique une raison suffisante pour affirmer que ça ne marche pas. Évidemment, il y a une méthodologie. On peut toujours s'obstiner, effectivement, tant qu'on a. Mais attends. Le marché, le monde académique ne peut pas non plus dire que ça marche. Il ne dit pas que ça marche ou ça ne marche pas. Il dit juste je ne peux pas conclure. Il y a même plutôt un consensus sur ça marche. Il y a un léger consensus sur ça ne marche pas. Il y a même un léger consensus en ce sens. Hein, donc attention. Mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, rien que l'AREN mérite d'être revisité parce qu'on ne peut pas avoir un truc qui est hors marché, hors variation du productible d'EDF. L'AREN doit vraiment être prise en considération par les économistes. Hein. Alors, il n'y a qu'en France qui peuvent le faire parce que ça ne s'applique qu'à la France. Mais il faut vraiment que les économistes… Je crois que Jacques Percebois, justement, a travaillé un petit peu là-dessus. Il me semble que c'est un des seuls… Il y a aussi… comment il s'appelle j'ai son nom… François Lévesque aussi, il me semble, qui a travaillé un peu dessus. Il y a quelques… Oui, mais ça donne quoi leurs travaux? Personne ne les prend en charge? Et la Creux, qu'est-ce qu'elle fait? Alors la Creux, je ne sais pas comment ça se passe dans leurs décisions un petit peu. Hein. Je sais que François Lévesque, Jacques Percebois sont quand même assez influents. Hein. On parle d'économistes qui sont influents. Parce qu'après, encore une fois, les quelques économistes que vous allez voir s'exprimer sur le sujet, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais ce sont a priori des économistes qui sont capables de parler avec d'autres ingénieurs, parce que malgré tout, hein, les ingénieurs, les économistes n'ont pas le même vocabulaire. Il faut bien remettre ça en considération. Souvent, ils sont d'accord sans s'en rendre compte. Ça arrive très souvent. Il y a un petit peu des guerres d'idéologie aussi. Puis après, on commence à tomber très vite dans le politique. Et il y a beaucoup d'économistes que je connais, je vais peut-être inclure mes directeurs là-dedans, qui font un très, très bon travail académique, mais qui ne se mêlent pas de questions politiques parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur travail. Ouais, mais bon, plus personne n'ose dans ce pays. Plus personne n'ose interpeller. Voilà. Ce n'est pas seulement une question du pays, c'est une question de l'Europe. Oui, pour revenir, mais forcément… L'Europe, oui, mais la France déjà elle-même. Déjà la France elle-même. Oui, mais il faut revenir sur ce marché libre et non faussé, qui est l'essence de ce qui se passe. On voit ce qui se passe dans un marché libre et non faussé pour l'électricité. Et il faut aussi effectivement mettre en cohérence les responsabilités en termes de stratégie énergétique qui aujourd'hui en fait sont au niveau d'un pays et la taille des marchés sur lesquels en fait on opère, parce qu'on ne peut pas effectivement organiser un marché selon une certaine logique si derrière il n'y a pas une stratégie homogène sur l'ensemble de la zone. Oui. Sans quoi effectivement la logique va forcément orienter la stratégie. Oui, là, mais bon, là je ne vise personne et en général ceux qui commencent à s'intéresser à la structure du marché voient à la stratégie de quel pays le marché sert. Oui, mais on sait bien, c'est pas la France. On sait bien en gestion de crise, d'une façon globale, crise climatique, toute crise confondue, dès qu'il y a crise, il y a repli et chacun pour soi. Avant de protéger les autres. Là, ce n'est pas une question de repli ou pas, c'est simplement que dans les statuts, je dirais, c'est pas dans le mandat en fait, de l'Union européenne de définir une stratégie énergétique commune.
Et Ouais, malheureusement, si on n'a pas cette stratégie énergétique commune, ça va être très difficile d'avoir une mécanique de marché qui permette effectivement de la renforcer en gardant une mécanique de marché européenne. Et donc, dans ce contexte-là, une mécanique de marché qu'on force d'une certaine manière, avec une certaine logique, induira forcément une stratégie d'une certaine forme. Et là, le souci est qu'aujourd'hui, la stratégie qui est induite est de toute façon orthogonale à celle qui a été historiquement définie, annoncée, construite par la France. Donc après aux politiques de décider ce qu'ils veulent en faire. Mais c'est un constat. Je vois qu'il est 20h36, on a débordé de 6 minutes par rapport au planning initial. Je propose qu'on s'arrête là. En tout cas, je vous remercie pour… déjà, merci toi, Alicia, d'être venue, de nous avoir accordé ton temps et pour la qualité de la présentation. Merci à toutes les personnes qui ont contribué, qui ont posé leurs questions.